Bismillah wa salamu alaykum, toujours avec la physiologie cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va aborder la circulation coronaire. D'accord? Dans la circulation coronaire, donc on va voir certaines considérations anatomiques, d'accord? Certaines caractéristiques fonctionnelles. Dans le chapitre hémodynamique, on va traiter l'écoulement du sang coronaire. On va traiter le débit sanguin coronaire et le prélèvement d'oxygène. On termine par le chapitre régulation du débit sanguin coronaire, métabolique et nerveuse. La circulation coronaire ou circulation myocardique est la circulation nourricière du cœur lui-même. Le terme de coronaire fait allusion à l'aspect morphologique des artères initiales qui forment une couronne autour du cœur. En tant que circulation d'organes, elle est branchée directement sur le système artériel. Les grosses artères coronaires qui naissent de la racine de l'aorte sont situées à la surface du cœur et les petites artères plongent depuis la surface dans la masse musculaire, c'est-à-dire les grands troncs, les grosses artères sont sur la surface du cœur. On va voir un schéma, mais les petites artères vont pénétrer à travers donc l'épaisseur du myocarde. C'est à travers ces artères que le cœur reçoit pratiquement tout son approvisionnement. La coronaire gauche irrigue principalement les parois antérieures et latérales du ventricule gauche, d'accord? Et la coronaire droite irrigue le ventricule droit et la partie postérieure du cœur. La plus grande partie du retour veineux coronaire du ventricule gauche se fait par le sinus coronaire. C'est une veine qu'on appelle sinus, une grande veine qu'on appelle sinus coronaire, qui reçoit environ 75% de la totalité de la circulation coronaire. La plus grande partie du sang qui irrigue le ventricule droit revient directement dans l'oreillette droite par l'intermédiaire de petites veines cardiaques antérieures. Une faible quantité du débit coronaire revient au cœur gauche par l'intermédiaire des minuscules veines de Tébécius qui débouchent directement dans les cavités cardiaques. Donc, voilà notre vascularisation. Donc, regardez les grands troncs des grosses artères coronaires droite et gauche. Elles forment une couronne autour du cœur. Donc, on dirait que c'est une couronne, regardez, elle a la forme d'une couronne autour du cœur. Donc ici, on a le tronc coronaire gauche qui va donner l'artère circonflexe, d'accord, qui va irriguer le côté latéro-postérieur et l'artère interventriculaire antérieure, donc elle va irriguer donc le côté gauche du cœur. On a le tronc coronaire droit, c'est-à-dire l'artère coronaire droite, elle va donner des ramifications. Parmi ces ramifications, c'est l'artère marginale, d'accord? Donc, elle va irriguer le cœur droit et la partie postérieure du cœur. Donc, la circulation coronaire est dominée par deux faits. Elle se fait pour sa partie fonctionnelle dans un organe qui se contracte rythmiquement. Rythmiquement, vous savez que ce cœur va se contracter au moins 70 fois par minute et créer de ce fait une tension qui, au niveau du ventricule gauche, elle est apparente au niveau du ventricule gauche, atteint une valeur telle que les vaisseaux, même artériels, sont écrasés. Donc, il s'ensuit que l'irrigation est bloquée durant une partie notable de la contraction. Le myocarde, deuxième fait fonctionnel, toujours en activité. On vient de voir que s'il a une contraction rythmique, toujours en activité, possède un métabolisme élevé. Donc, il va réclamer un apport important en substances nutritives, surtout en oxygène. Donc, sur le plan hémodynamique, comment se fait cet écoulement du sang coronaire? La pression à l'entrée dans le système artériel coronaire est celle qui règne dans l'aorte.
On vient de dire qu'elle dérive directement de l'aorte. Mais la mise en contraction du myocarde crée une pression tissulaire élevée, donc une pression intramyocardique élevée, supérieure à la pression sanguine artérielle, ce qui a pour effet d'écraser les vaisseaux intrapariétaux et par conséquent d'interrompre l'écoulement sanguin, ceci toutefois au niveau du ventricule gauche où la pression atteint des valeurs élevées. Donc, ici, on a une courbe, plutôt 3 courbes. On a la courbe du débit de l'artère coronaire, débit sanguin de l'artère coronaire gauche et la courbe du débit de l'artère coronaire droite et ici la courbe de pression au niveau de l'aorte. On va commencer par l'artère coronaire gauche. Ainsi, l'interruption de l'écoulement, surtout dans la couche sous-endocardique. Donc, il y aura une interruption, mais surtout dans la couche sous-endocardique, on va expliquer dans les prochaines diapos. Est pratiquement totale lors de la phase de la contraction isovolumétrique. Donc, revenez aux courbes pression-volume que vous avez fait dans la pompe donc cardiaque. Ici, donc ici c'est la systole, ici c'est la diastole. Donc, au cours de la contraction isovolumétrique, on est là et la toute première partie de l'éjection. Donc, qu'est-ce qui se passe? La pression dans le ventricule va augmenter. Donc, il y a une augmentation de la pression murale, tissulaire, intramurale, intramyocardique. Donc, il y a diminution de la perfusion au niveau de l'artère coronaire. D'accord? Ensuite, la contraction faiblissant. D'accord? La contraction va se faiblir au cours de l'éjection. D'accord? Au cours de l'éjection, l'écoulement est rétabli. L'écoulement est rétabli. Il reste cependant à faible débit à cet instant. Donc, ici, dès l'ouverture des valves aortiques, la pression va augmenter au niveau de l'aorte et le débit coronaire va suivre l'augmentation, donc va augmenter par rapport à l'augmentation au niveau de la pression aortique. D'accord? Ensuite, ce débit va diminuer en rapport avec la diminution de la pression aortique, puisqu'on a dit que le débit, l'écoulement au niveau de l'artère coronaire gauche dépend de cette pression. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à la deuxième diapo. Ensuite, on est ici. Donc, dès la fermeture des valves aortiques qui annonce le début de la relaxation, il y a un bondissement, il y a une augmentation de l'écoulement dans l'artère coronaire gauche. En fait, donc c'est au cours de la relaxation que l'écoulement dans l'artère coronaire gauche est le plus important. En fait, la majeure partie de l'apport sanguin s'effectue lorsque le cœur est en relaxation. C'est la phase de remplissage ventriculaire. Il y a un écoulement diastolique. Donc, il y a levée d'obstacles, la contraction qui comprimait les artères a disparu. Donc, il y a ces artères, l'écoulement dans les artères a repris, l'écoulement a repris. Donc, il y a une augmentation du débit coronaire gauche. Regardez d'ailleurs, la perfusion au niveau de l'artère coronaire gauche, elle est plus importante en diastole qu'en systole. Le sang entre alors brusquement dans le myocarde, provoquant un engorgement. Ici, il y a un engorgement qui va se traduire par un épaississement des parois ventriculaires. Donc, notez qu'au niveau de l'artère coronaire gauche, le débit il est plus important en diastole qu'en systole. Donc, l'irrigation va se faire en diastole et va être diminuée en systole, même interrompue au niveau des couches sous-endocardiques. Au niveau de l'artère coronaire droite, on est là. Le débit est presque le même s'il soit en systole ou en diastole, d'accord? Quant à la perfusion du ventricule droit et des oreillettes, elle est continue. Donc, c'est un débit qui est continu, presque le même, d'accord? On va dire presque le même, mais plus important au niveau de la systole. Elle est continue du fait que même pendant la contraction, pendant la systole, la pression dans ces cavités reste faible à modérée. La force de la contractilité du ventricule droit est inférieure à la force de contractilité
contractilité du ventricule gauche. Donc, on n'a pas une augmentation de la pression intramyocardique importante. Et donc, c'est pour ça que le débit, il est plus ou moins continu avec où il est important au cours de la systole. Donc, on va passer à la circulation sanguine épicardique, mais on va se revoir dans la prochaine diapo. D'accord? Je vous remercie.